Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. J'avais prévu de démarrer par une petite blague en disant bienvenue dans ce webinaire à chaleur ajoutée, mais je crois que je ne vais pas en rajouter. On a tous suffisamment de chaleur comme ça, mais on va essayer quand même de faire ça dans la bonne humeur. On peut travailler sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Je suis Vincent Terny. Je suis chargé de mission inclusion numérique et bienvenue dans ce webinaire intitulé Quelle collaboration pour structurer une offre locale et solidaire de matériel reconditionné. En quelques mots, Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine, c'est un groupement d'intérêt public État-région. On est centre de ressources en développement territorial. Notre raison d'être, c'est d'accompagner les territoires dans le déploiement des différentes politiques publiques, et en particulier en ayant un regard particulier sur les territoires vulnérables, ruraux ou QPV. Vous êtes aujourd'hui, vous étiez 65 inscrits, dont 14 hors Nouvelle-Aquitaine, et on est toujours ravis d'accueillir des non-néo-aquitains pour la richesse des échanges et des témoignages. Bienvenue à vous. Il y avait même un inscrit de Nouvelle-Calédonie, donc bienvenue aux Outre-mer. Rappelons brièvement quelques éléments de contexte sur le sujet qui nous intéresse ce matin. Il faut se rappeler qu'on a encore aujourd'hui trois grands enjeux, des enjeux humains autour du reconditionnement de matériel informatique, des enjeux réglementaires et des enjeux environnementaux. Donc des enjeux humains, parce qu'il y a encore 12 personnes en France qui ne sont pas équipées en matériel informatique selon l'INSEE. Et il y a une grande ambition nationale qui a été fixée à travers les feuilles de route France Numérique Ensemble, à savoir un objectif pour 2027 d'équiper 2 millions d'habitants. C'est aussi un enjeu réglementaire, puisque il existe différentes normes, différentes obligations depuis plus de 20 ans, à travers le réemploi des obligations qui cadrent le réemploi des fameux D3E, à travers la loi AGEC, à travers la loi Rennes, une loi plus proche de nous, qui invite notamment, qui oblige les collectivités à avoir au moins 30% d'achats responsables d'ici 2030. Et enfin, on a des enjeux environnementaux, puisque rappelons-nous que la part du numérique dans l'émission des gaz à effet de serre, elle a tout simplement doublé en 2 ans, pour peser à présent 4,4%, hors intelligence artificielle. Donc face à ces enjeux, il y a vraiment une problématique sur les territoires de bâtir des filières locales solidaires et durables de reconditionnement de matériel informatique. Et parmi les leviers qu'on vous propose d'explorer, notamment un levier qu'on vous propose d'explorer aujourd'hui, c'est le levier de la collaboration, comme levier essentiel pour réussir ces projets de structuration de filières. Alors, l'objectif qu'on vous propose de partager, c'est qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez repartir avec des retours d'expérience, quelques bonnes pratiques, et puis aussi, on va demander à nos intervenants de tordre le cou à quelques idées reçues. Pourquoi? Pour vous permettre de pouvoir concentrer votre énergie de la bonne façon au bon endroit et profiter de l'expérience de ces pionniers qui ont déjà quelques années d'expérience sur le sujet. Alors pour nous éclairer, pour venir débattre avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Ève Taillot de la région de Nouvelle-Aquitaine qui va ouvrir ce webinaire, mais aussi Cédric Claquin du Hub Sud et de l'Interhub. Nous avons pour Emmaüs Connect Paul Soncourt, qui est coordinateur sur la Nouvelle-Aquitaine. On va excuser Nina Danet, qui était Emmaüs Connect au niveau national, mais qui n'a pas pu se rendre disponible ce matin. Elle est toute excusée. Et enfin, nous aurons le plaisir d'entendre Marc-Antoine Lazart d'Utileco pour animer ce webinaire avec nous. Alors, je vous précise que vos questions et vos commentaires, témoignages sont les bienvenus dans la rubrique conversation. N'allez pas dans Q et R, questions-réponses, on ne va pas l'utiliser, on va tout mettre dans conversation. Voilà, n'hésitez pas à contribuer dans cette rubrique-là. Ce webinaire, il est enregistré pour nous faciliter ensuite, la synthèse. Il n'y aura pas forcément de replay sur les formats des rendez-vous de l'IN, les habitués, vous le savez.
Et je vous invite, mais je crois que c'est déjà le cas, à fermer vos micros pour le confort de tous et de fermer vos caméras pour économiser un petit peu de gaz à effet de serre lié à la vidéo en ligne. Merci pour la planète. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et je vais tout de suite donner la parole à Marie-Ève Taillot de la région Nouvelle-Aquitaine pour un mot d'ouverture. Marie-Ève, vous êtes chargée de mission numérique responsable et transformation numérique au sein de la délégation numérique de la région Nouvelle-Aquitaine. Et merci de ce mot d'ouverture. Nous vous écoutons. Merci beaucoup Vincent. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis contente d'être avec vous pour ce webinaire consacré donc à un sujet qui peut sembler technique a priori, presque discret, mais qui est en réalité profondément stratégique, le reconditionnement. Pourquoi stratégique? Parce qu'au fond, derrière chaque ordinateur, chaque smartphone qui dort dans un placard, est-ce qu'en fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous faisons de nos ressources et pour qui? Donc aujourd'hui, nous sommes face à une contradiction majeure. D'un côté, le numérique est devenu indispensable pour travailler, apprendre, accéder à ses droits, vivre tout simplement dans notre société. Et pourtant, Paul Sonko peut en témoigner, des millions de personnes restent éloignées du numérique, parfois faute de compétences, mais souvent tout simplement faute d'équipement. De l'autre côté, nous produisons toujours beaucoup plus de déchets électroniques, alors que même certains de ces équipements pourraient avoir une deuxième vie, voire une troisième vie. Donc le paradoxe, c'est que nous manquons d'équipements pour certains, pendant que nous gaspillons des ressources pour tous. Le reconditionnement donc, pour la région Nouvelle-Aquitaine est donc précisément à la croisée de cette tension. C'est répondre donc à trois grandes urgences. Une urgence sociale parce qu'il permet l'accès au matériel, une urgence écologique parce que prolonger la vie d'un équipement est souvent le geste numérique le plus vertueux, et une urgence économique et territoriale parce qu'il crée des emplois locaux non délocalisables et qui participent à une forme de souveraineté numérique. J'ajouterai donc une quatrième urgence, celle de la souveraineté technologique, car désormais, l'obsolescence n'est plus seulement matérielle, elle est aussi logicielle, et des machines parfaitement fonctionnelles deviennent obsolètes parce qu'un système d'exploitation évolue, parce qu'un éditeur décide, parce qu'un standard change. Cela interroge donc profondément notre capacité collective à choisir nos trajectoires numériques. Et en Nouvelle-Aquitaine, nous avons là une opportunité stratégique. Faire du reconditionnement, non pas une politique de gestion des déchets, mais une politique de résilience territoriale, de sobriété numérique et d'autonomie. C'est tout l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Donc, merci à Vincent et aux intervenants. Et pour cela, donc, nous avons avoir la chance donc d'avoir trois regards croisés complémentaires, celui de la structuration de la filière, de l'inclusion sociale et celui de l'entrepreneuriat de terrain. Merci encore à Vincent et aux intervenants. Et puis, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses et voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je retiens un paradoxe dans les mots que tu as utilisés, mais qui n'en est pas un. Tu as pu dire que le sujet des filières de reconditionnement était un sujet discret, et en même temps, on comprend bien que c'est un levier stratégique. Donc, ça peut être voilà, on est sur ce paradoxe, sur cet enjeu. Merci beaucoup pour ce mot d'introduction, Marie-Ève. Je vous partage dans le fil de discussion deux ressources en lien avec les actions de la région Nouvelle-Aquitaine, à savoir le lien vers la feuille de route Néoterra et aussi vers l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire. Vous vous y retrouverez peut-être si vous êtes un opérateur dans ces filières. Pour enchaîner, nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Claquin. Bonjour Cédric. Cédric, bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint d'un tiers-lieu. Vous nous venez de Marseille. Merci d'avoir fait tout ce chemin ce matin pour être avec nous. Vous êtes aussi professeur associé à Lyon 2 sur le management de carrière artistique. Vous êtes aussi consultant en projet culturel. Mais la casquette sur laquelle on vous sollicite ce matin, c'est le rôle de référent territorial que vous avez au sein du hub du Sud sur le sujet de l'inclusion.
Et en particulier, vous animez le groupe de travail reconditionnement au sein de l'Interhub, c'est-à-dire le réseau des réseaux de l'inclusion numérique. Alors, avec l'Interhub et Hub du Sud, vous avez publié en février 2026 un livre blanc qui s'appelle Vers des filières locales et solidaires de reconditionnement de matériel informatique. Ce livre blanc, il est enrichi d'un cahier d'inspiration avec 7 initiatives ainsi qu'une fiche pratique sur les logiciels libres et différentes ressources documentaires pour aller plus loin sur le sujet. Et ce qu'il est frappant de lire dans ce livre blanc, c'est que parmi les enjeux et les pistes d'action que vous avez identifiées, eh bien, la collaboration et la coopération y a une place centrale. Notamment, il y a 2 chapitres dédiés directement à ces enjeux-là, où vous l'intitulez Agir de façon collective et coordonner au niveau régional des boucles locales. Vous allez même jusqu'à dire que tous ces défis ne peuvent pas être relevés isolément et que mutualiser, ça devient un impératif autant qu'un levier d'efficacité. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, avec ce travail où vous avez embrassé l'enjeu à l'échelle nationale, finalement, les coopérations, qui doit faire quoi, à quelle échelle? Avec le recul maintenant que vous avez suite à l'écriture de ce livre blanc, parce que vous semblez dire que finalement, que ce soit le local, le départemental ou le régional, il y a des choses à faire à tous les échelons. Mais qui doit faire quoi à quel échelon, d'après vous? Merci de l'invitation déjà, Vincent. Vaste question. Alors, ouais, c'est plus des observations que ce que je vais partager plutôt qu'une injonction à faire telle ou telle chose. Déjà, il faut qu'on fasse ensemble. C'est-à-dire que je reviens sur ce que tu as dit par rapport aux statistiques, les 12% effectivement qu'on peut identifier, ça fait quand même beaucoup de personnes et beaucoup plus que 2 millions de personnes et de foyers à équiper. Donc, on est déjà dans une sous-évaluation des besoins réels si on veut réfléchir à des échelles. Et ce qui veut dire que c'est un peu un préambule aussi sur les data, enfin, pas simplement parce que tu as partagé des éléments de l'ORDEC, parce que on a besoin de data. C'est-à-dire que nous, quand on a fait, par exemple, à l'échelle de notre région PACA Sud, ça veut dire qu'il y a 400 000 ordinateurs qu'il faut sortir. Et quand on est sur 6 départements, ça veut dire quand même que selon les départements et la réalité, c'est bien de reterritorialiser les données de l'INSEE parce qu'on n'a pas tous les mêmes structures de population, de personnes âgées, de personnes peu diplômées, etc. Donc, il y a un premier travail de reterritorialiser les données de l'INSEE enfin, dans les conseils. Là, je parle plutôt aux collectivités, hein, ce n'est pas les associations qui vont se taper ce travail-là, même si nous, on l'a fait, pour bien comprendre en fait, la disparité territoriale d'une région. Par exemple, nous, on a à la fois des massifs alpins, des zones rurales, des zones extrêmement, enfin, plus de métropoles, etc. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes notions et du coup, les réponses ne doivent pas être les mêmes. C'est-à-dire que, ça a été mentionné sur la dimension de l'entrepreneuriat, mais l'économie sociale ou les Repair-Cafés ou les ressourceries bénévoles peuvent apporter une partie de la réponse, mais à un moment donné, si on doit sortir vraiment du volume, ça veut dire qu'il faut réfléchir de façon semi-industrielle et donc du coup, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs. Donc déjà, il y a à partir d'un bon diagnostic territorial de manière à savoir déjà qui est mobilisé et quels sont les besoins, parce que nous, je vais prendre quelques exemples après de micro-filières sur notre territoire, mais du coup, les réponses ne doivent pas du tout adopter les mêmes modèles. Donc ça, c'est déjà un petit préambule. Ensuite, c'est clair qu'il y a quand même ce parallèle avec on ne pourra pas s'en sortir s'il n'y a pas un engagement public fort. On verra qu'il y a un enjeu qui est au niveau des marchés publics, qui est vraiment un des freins très importants aujourd'hui, qui n'est pas forcément le plus complexe à déverrouiller, même s'il y a des pratiques. Je rappelle quand même que par rapport effectivement à l'application de l'article 58 de la loi AGEC, le dernier rapport, il y a moins de 10% des collectivités qui respectent leurs obligations là-dessus. Donc, on a un énorme travail à faire, mais c'est aussi de se dire qu'il faut rappeler que c'est un secteur qui est aussi soumis à une grande concurrence d'acteurs nationaux, mais parfois internationaux, de groupes qui n'ont pas du tout les mêmes réalités que Emmaüs Connect ou des ressourceries ou des acteurs très locaux. Donc, si les acteurs qui partagent la vision d'un numérique plus inclusif, plus solidaire ne se réunissent pas, effectivement, on va se faire soit manger, soit on va pas arriver à avoir un niveau d'impact qui est satisfaisant.
Donc, Alors, c'est une nécessité économique, j'allais dire. Voilà. ouais, je profite que tu évoques les GAFAM pour peut-être tordre une première idée reçue. On a dit que ça allait être un petit peu le fil rouge de ce webinaire. On va casser quelques idées reçues. Et en préparant ce webinaire, tu me disais, bah tiens, parmi les idées reçues, il y a peut-être quelque chose qu'on surestime. Peut-être qu'on surestime un peu le poids des GAFAM et qu'il y a peut-être. Voilà. Et tu peux nous dire un petit peu pourquoi toi, Alors, je ne pensais pas aux GAFAM, moi, pour le coup. Là, dans ce cas particulier, je pense plutôt à des gros opérateurs du recyclage. Je Ok. vais citer Printer, Paprec, enfin, tout un tas, je pourrais les multiplier, Veolia, etc. Econocom, qui a des niveaux différents dans des centrales d'achat, dans des opérateurs, etc., vont prendre des marchés à des opérateurs locaux et vont finalement éloigner l'emploi et l'impact du territoire. Ce que font des acteurs de l'économie sociale ou de l'insertion par l'économique. Et effectivement, tout le monde ne le fait pas de la même façon. Donc ça, c'était le premier point, c'est-à-dire que quand on a fait le tour, nous, des recycleurs, reconditionneurs, acteurs effectivement un peu plus installés, un peu plus efficaces, il y a quand même cette notion d'extrême concurrence. Donc du coup, c'est un peu à ce niveau-là qu'il y a déjà, on va dire, une menace qui n'est pas, pour le coup, qui n'est pas surestimée, qui est peut-être sous-estimée, j'allais dire, parce que c'est vrai que on va prendre des exemples très concrets la semaine dernière où il y a 2 opérateurs marseillais qui ont perdu des marchés avec la métropole ex-Marseille et avec le conseil régional, qui a été privilégié, mais ça c'est le code des marchés publics, hein, Printer qui est un acteur à la base de Normandie, même s'il se développe, etc. Et en fait, ça pose des questions de clauses sociales, de clauses d'emploi, etc. Parce qu'au final, en fait, ils cassent les prix, ces gens-là, pour se développer, avec parfois des stratégies de revente, ça serait pas nouveau de le constater. Donc, du coup, pour l'instant, c'est plutôt essayer de ne pas sous-estimer l'impact territorial qu'ont des acteurs locaux et qu'il faudrait arriver à intégrer dans des clauses de marché public de manière à privilégier quand même ces acteurs-là par rapport à une espèce de libre concurrence nationale, voire internationale, de ces marchés-là. Parce qu'effectivement, à un moment donné, le don, les gisements, c'est une problématique de fond, mais aussi l'achat de matériel, effectivement, pour des flottes. Si on n'a pas cette activité économique, il n'y a pas d'emploi derrière, il n'y a pas de pérennité. Donc, il y a vraiment cette responsabilité-là. Donc, qu'est-ce qu'on sous-estime, surestime Voilà, on sous-estime peut-être parce que la responsable de la DSI, enfin, le directeur de direction des services informatiques de la région, elle me disait ah oui, moi j'avais pas cette notion-là. Enfin, déjà, je me suis dit que c'était chouette parce que on filait le marché à quelqu'un qui est dans l'économie sociale. Oui, mais l'économie sociale en Normandie, donc à un moment donné, et puis la façon dont ils cassent le prix à un moment donné, c'est pas non plus très sain dans l'imaginaire de tout un tas de gens qui passent des marchés. Donc Ok. voilà, donc il y a un peu, voilà, vas-y. Oui, on évoque les différentes échelles territoriales et selon toi, l'échelle départementale, elle est propice à quel type de coopération? Tu dis, Alors, elle est propice, comme je disais dans l'introduction, sur la réalité. D'exemple très, très, très précis, c'est-à-dire que le département des Hautes-Alpes, donc qui est au nord-est de notre région, à un moment donné, il faut 3 heures pour le traverser d'un bout à l'autre, parce qu'il y a des massifs de Briançon jusqu'à Gap ou à l'extrémité, etc. Il y a des massifs montagneux, etc. Donc là, par exemple, le département, c'est l'échelle maximum de discussion si on veut éviter que les déchets et les matériels fassent trop de kilomètres. Donc, du coup, déjà, c'est la bonne échelle. Donc là, le département des Hautes-Alpes a commencé effectivement une dynamique de concertation avec le réseau des ressourceries, de manière à les équiper, à passer des marchés, etc. Donc là, c'est la bonne échelle, mais il y a une échelle infra qui fait ressourceries, recyclerie de Briançon ou celle de Gap peuvent mutualiser des choses, mais elles vont là aussi faire 1 heure et demie de route ou 2 heures pour échanger. Donc il y a effectivement ces échelles-là, elles correspondent aussi à la réalité, ce qui est un peu moins vrai à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône, par exemple. On ne met pas 3 heures, même si on met 1 heure, à traverser le département. Donc, j'allais dire, le département, c'est vraiment une échelle intermédiaire qui est suffisamment importante pour justifier qu'on la joue collectif. Ce qui n'est pas le cas à une échelle de PCI, par exemple, de communauté de communes, etc. On ne va pas avoir 3 acteurs, enfin, tant mieux s'il y en a 3, mais en tout cas, on peut réfléchir et miser collectivement sur un acteur. À l'échelle du département, on est sur le début d'une structuration de réseau, de mutualisation, de complémentarité de compétences ou de fonctions qui justifie d'avoir suffisamment d'opérateurs pour
un investissement, etc. Et après, forcément, c'est le complément par rapport au début de ta question, il y a l'histoire, quelles sont les compétences des collectivités qu'on a en face. Parce que quand je dis qu'on n'arrivera pas à faire l'engagement fort du politique et des collectivités, et ben effectivement, forcément, les échelles, elles renvoient au collège, si on reste sur le département, ou effectivement à l'inclusion et l'insertion sociale, etc. La région, forcément, la formation et l'économie, c'est des sujets qu'il faut arriver à agiter avec les lycées. Donc, ça correspond aussi aux compétences des collectivités de manière à ce que ça puisse faire écho à leur mission. Ok, donc j'entends que l'échelle départementale, elle peut être propice à traiter des sujets de logistique et de transport. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, ça peut nous parler aussi, hein, quand on va dans ces beaux territoires là, de Corrèze, de Dordogne ou de Creuse, ça commence à vallonner. Et évidemment, c'est pas les Alpes, mais on peut y passer du temps en voiture à le traverser. Donc ça peut faire sens. Et à l'échelle régionale, quelles sont les actions qui pourraient être mutualisées, portées à ce niveau-là? Bah, j'allais dire, c'est un peu les fonctions support. Enfin, il y a deux enseignements dans les entretiens qu'on avait menés avec des reconditionneurs. Il y avait l'idée que c'est des gens qui se battent souvent avec peu de moyens et peu de RH et qui doivent faire de la com, valoriser tout ce qu'ils font, faire de la formation, etc. Donc, c'est des endroits où, par exemple, je vais prendre un exemple qui est, par exemple, celui de en Bretagne, qui est pour moi l'échelle la plus aboutie de coopération, puisqu'ils ont une coopérative derrière aussi. Là, ils ont décidé de mutualiser le gisement parce que le temps de recherche, de faire la preuve d'eux, etc., même à une échelle départementale, les structures font concurrence entre elles. Et donc, du coup, je prends l'exemple en tout cas des Bouches-du-Rhône, et le fait de décider que c'est une échelle qui serait mutualisée et où il y a une équipe, pour dire une structure, qui va faire la recherche du gisement pour l'ensemble des gens, ça me semble déjà une première chose importante. Ensuite, mais je pense que l'équipe Emmaüs Connect en parlera, parce que nous, on participe à une échelle nationale, effectivement, sur des enjeux de mutualisation, mais il y a les outils. C'est-à-dire que, par exemple, pendant la rédaction du livre blanc, j'ai à peu près 5 personnes à des endroits différents de la France qui m'ont expliqué qu'ils développaient un logiciel de traçabilité et de gestion des flux, un autre qui, etc. Alors que, en fait, au bout d'un moment, c'est aussi souvent de l'argent public. Et la mutualisation, alors là, pour le coup, à une échelle nationale, et la capacité à dialoguer, à se tenir au courant et pas aller juste jouer cavalier seul sur son territoire en expliquant qu'on est les meilleurs et qu'on a réussi à lever 50 000 euros, etc. C'est juste avoir cette vision. Donc, l'échelle régionale, pour moi, est la bonne pour avoir aussi des outils communs et puis pour avoir des discussions sur cet outil-là en intégrant suffisamment de pratiques, par exemple, de reconditionneurs qui n'ont pas tous forcément les mêmes historiques, les mêmes façons de gérer leur activité avec d'autres valeurs. Il y a des gens qui font de l'insertion, qui travaillent autour des personnes en situation de handicap, d'autres pas. Mais voilà, l'échelle régionale, c'est aussi la bonne échelle de dialogue et de structuration, de manière à ce que là aussi, on évite la tentation de chaque collectivité, chaque territoire veut tout avoir la suite logicielle, logistique, etc., à son échelle, sa filière, et en fait, des trop d'argent par rapport à son référence. Ok, merci. Pour conclure ton témoignage, peut-être quel message aurais-tu envie de faire passer aux participants à ce webinaire-là qui auraient envie de peut-être davantage coopérer ou mieux coopérer? Quel message tu aurais envie de faire passer? De se rapprocher et de parler avec les opérateurs, opératrices déjà en place. Il y a effectivement des réseaux comme Emmaüs Connect, mais il y a parfois des associations très locales, plus anciennes, qui font un boulot formidable. Donc, c'est déjà considéré qu'il y a une volonté de travailler ensemble en se rapprochant. Après, nous, ce qu'on essaie de faire, mais on en parlera, je pense, par rapport à Econum, mais c'est aussi de développer collectivement. Ça a été l'exemple de notre collaboration de l'Interhub avec Emmaüs Connect est symptomatique de ce que tu as dit en introduction, c'est-à-dire que on était tous et toutes de son côté à essayer de montrer qu'on allait réussir à tout faire plus ou moins tout seul. Et au bout d'un moment, on a quand même constaté que on n'y arriverait pas. Et on s'est dit, tiens, il y a besoin de tirer, par exemple, profit d'un financement important qu'a réussi à capter Emmaüs Connect pour travailler sur des communs et que tout le monde s'y mette, y compris la personne qui est financée pour ça, parce qu'effectivement, c'est une culture qui nécessite de documenter, de tout un tas de choses sur le modèle économique qu'on n'a pas encore abouti, mais on a décidé de le faire ensemble. Et nous-mêmes, sur l'Interhub, on a milité pour que plein de structures qui n'avaient pas forcément eu toujours des expériences heureuses avec les uns et avec les autres se disent, bon, c'est pas grave, on va essayer de dépasser ça. L'heure, elle est à la fois la diminution de l'argent public et des financements, donc on peut plus se permettre de s'ignorer ou encore pire, de se détester. Donc, du Merci. coup, voilà.
Merci. Donc, je retiens un mot d'ordre, c'est rencontrez-vous. Euh, Et allez aller les uns peser, vers enfin, les autres. il y a aussi l'idée de peser collectivement, c'est-à-dire Bien qu'aujourd'hui, on sûr. se déplace, nous, de plus en plus, d'aller voir des collectivités pour leur dire, c'est pas lui ou moi, c'est à un moment donné, c'est nous. Et je pense que c'est aussi un discours qu'on a essayé de tenir à la région PACA, parce qu'on vient d'organiser un NEC la semaine dernière là-dessus. C'est maintenant de se dire, arrêtez d'avoir des discussions interpersonnelles, mettez-nous toutes et tous dans la boucle. Eh ben, merci beaucoup, Cédric. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions à Cédric dans le fil de discussion. À propos du nous, eh bien, Emmaüs Connect a pris une initiative pour essayer de contribuer à la construction de ce nous, bonjour Paul. Emmaüs Connect a pris l'initiative d'organiser un tour de France que vous avez appelé Réparer le numérique. Ça s'est passé à la fin de l'année dernière. Vous avez fait escale dans 12 villes pendant 3 mois, de septembre à novembre 2025. Et la première escale était à Bordeaux, le 30 septembre. Peut-être que certains des participants aujourd'hui y étaient. Et au total, vous avez mobilisé plus de 220 participants. L'objectif que vous vous étiez fixé, c'était de rassembler les acteurs, c'était d'identifier des initiatives et puis de repérer les besoins et d'identifier des pistes de collaboration. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Paul, c'est cette fois à l'échelle nationale, et on reviendra sur ton action locale, mais à l'échelle nationale, quelles grandes justement pistes de collaboration vous avez identifiées? Quels sont les deux grands chantiers qui ont vraiment émergé? Bonjour, merci Vincent de la question. Je vais essayer de représenter Nina, hein, ma collègue Oui. qui, pour tout vous dire, s'arrête à la fin de la semaine en congé maternité. Et donc là, les chaleurs ont fait que c'était compliqué pour elle d'être avec nous ce matin. Elle le regrette fortement. Donc je vais reprendre un peu ses notes. Donc le Tour de France, en effet, l'objectif, il était à la fois d'organiser des coopérations, de la rencontre, de prendre du temps. Coopérer, ça se déclare, mais surtout, ça se vit sur le terrain, dans le quotidien. Et il fallait un peu aussi confronter ce travail de livre blanc auquel on a contribué avec l'Interhub à la réalité, au terrain, et de se dire, bon voilà, on est nombreux à avoir envie de faire la même chose, avec les mêmes ambitions, mais coopérer, ça prend du temps, ça prend de l'engagement. Comment on fait? Et au-delà des déclarations, qui est partant? Donc, qui va venir autour de la table, qui va s'asseoir, qui va prendre le temps d'une demi-journée, venir. Alors, je vois des têtes qui étaient là avec nous à Bordeaux. Alors, je ne sais pas pour les autres territoires et les autres régions de France. Mais l'idée, c'était d'inviter très très largement tous les acteurs, hein, pas forcément ceux qui sont des acteurs de l'inclusion numérique, ont été conviés tous les reconditionneurs, par exemple, qui font partie du grand champ de l'économie sociale et solidaire, donc des gens avec qui on travaille même pas forcément du tout. Et donc, l'idée, ça a été vraiment de recenser ce qui se passait, de faire un peu l'état des lieux. C'était un peu un prolongement des FNE, hein, l'idée pas de refaire France Numérique ensemble et de refaire une cartographie de zéro, mais de se poser un peu, de se dire bon, qui sont les acteurs qui sont vraiment motivés à avancer, quels sont les besoins et quelle est la photo du territoire. Et la conclusion nationale, c'est qu'il n'y a pas vraiment de photo. En fait, chaque territoire a ses spécificités, ses acteurs historiques, ses contributions, ses méthodes d'action, ses collectivités locales plus ou moins engagées. Il y a vraiment, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Il y a on a observé qu'il y avait autant de configurations que de territoires qui existent. Donc, je ne vais pas pouvoir donner une formule magique, malheureusement. Et même chez nous, chez Emmaüs Connect, hein, on opère 6 filières régionales et il n'y en a pas une seule qui fonctionne de la même manière. Il n'y en a pas une seule dans laquelle on peut reproduire des schémas, dans lesquels les choses se passent de la même manière. On a des endroits où il y a des intercos qui se sont saisis du sujet, qui ont monté des boucles très très locales, d'autres où ce sont des départements qui ont pris des sujets, d'autres où il a fallu plutôt faire coopérer les acteurs déjà existants et essayer de mettre tout le monde autour d'une même table. Voilà, donc il y a vraiment autant de dynamique que de territoire. Donc je sais que ça ne nous aide pas à faire avancer le schmilblick, comme on dit, mais c'est bien d'avoir ça en tête que en fait, chaque territoire est singulier et qu'on va essayer de voir des bonnes pratiques et de les perpétuer. Deuxième enseignement majeur que Nina me faisait remonter, parce que moi je ne l'ai pas vécu, c'est qu'il y a plein d'initiatives formidables qui malheureusement ne sont pas assez connues. Des acteurs qui ont fait des choses un peu dans leur coin et qui ont structuré, qui ont créé des outils, qui ont processé des choses et qui ont fait un travail vraiment
formidable, mais un travail qui est resté confidentiel, des fois à l'échelle d'un territoire, d'une zone géographique. Nina m'évoquait notamment une initiative, elle nous évoquait ça en préparation en Corse, d'un travail très très avancé de structuration de filières de réemploi, mais qui, en fait, il a fallu qu'on aille en Corse faire un tour de France aussi pour se rendre compte de cette initiative-là et de pouvoir la partager. Voilà, la coopération, globalement, ça prend quand même du temps. Il faut investir du temps. Le temps, vous le savez aussi bien que moi, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. Il faut qu'on dédie du temps à la coopération. Donc, c'était un peu tout l'idée de ce début de Tour de France. C'est vraiment des premières briques qu'on essaie de poser. Et l'idée derrière, c'est de constituer un collectif national qui va un peu se déployer, qui est actif depuis janvier 2026, dans lequel on retrouve l'Interhub, on retrouve la Banque des Territoires, on retrouve le réseau des recycleries et ressourceries, la Fédération des centres sociaux, d'autres acteurs, ESS France, voilà, pour l'instant une petite dizaine d'acteurs. L'idée, c'est en effet, comme disait Cédric, c'est d'avancer ensemble, d'aller secouer un peu tout le monde de manière collective et d'arrêter ce côté bilatéral où chacun arrive avec ses petites demandes dans son coin. L'idée, c'est de faire avancer le sujet massivement parce que comme le CIL évoquait, on en reparlera un petit peu après, Cédric, mais la partie des gisements est hautement stratégique et concurrentielle, et donc il va falloir se serrer les coudes entre acteurs qui ont le même objectif final, c'est d'équiper les publics en précarité. Et équiper les publics, oui, mais il y a aussi des besoins, ce que tu disais, c'est d'équiper et d'outiller les acteurs de la filière. Et peut-être pour conclure ce propos national, dire un mot d'une proposition de boîte à outils commune que vous portez. Absolument, absolument, pour un peu dépasser ce truc d'initiative qui reste fermé dans leur territoire. On a été soutenu pour accélérer cette coopération et on a monté une espèce de gare centrale c'est un wiki qui s'appelle les re-co. Vous pouvez y accéder. Pour l'instant, on y trouve déjà le compte-rendu de toutes les étapes du Tour de France qui ont eu lieu. Donc, vous pouvez aller voir les cartographies de chaque région, donc des 12 régions dans lesquelles on est allé, voir un petit peu les acteurs qui étaient impliqués, qu'est-ce qui s'est dit, quels sont les enjeux des filières. Et l'idée, après, c'est aussi d'y mettre des outils, de mettre en lumière des choses qui sont faites par tous les membres du collectif, très, très largement. Vincent, tu l'as expérimenté la semaine dernière. On peut se créer une page et pousser des sujets, des thématiques, des actions, rendre visibles des choses. L'idée, c'est vraiment d'essayer de regrouper en un endroit tout ce qui est à rapport avec le réemploi solidaire, on va dire, pour qu'on arrête, surtout, moi c'est un sujet qui m'obsède, on arrête de réinventer la roue. C'est pas facile de pas vouloir réinventer, de pas se dire mon territoire, et ça va à l'opposé de ce que je disais tout à l'heure, mais des fois on se dit ah non mais on peut pas dupliquer quelque chose qui marche ailleurs chez moi. Bon, il faut quand même prendre le temps de se poser, de se dire est-ce que vraiment je repars de zéro et je réinvente tout, ou bien il y a quand même, en fait, je peux prendre un petit morceau de ce qui se fait en Bretagne, un petit morceau de ce qui se fait dans le Grand Est, un petit morceau de ce qui se passe je sais pas, en Centre-Val de Loire, on mélange un peu tout ça et en fait c'est parfaitement ce dont j'ai besoin en région Occitanie peut-être, j'en sais rien. Ok. Ben, merci de ce propos introductif, enfin du propos national. Moi, ce que je retiens quelque part, c'est on a besoin de sur-mesure. Le prêt-à-porter, souvent, c'est pas toujours adapté. Donc, on peut aller chercher des bonnes idées sur d'autres territoires, et c'est même souvent très inspirant, mais pour fabriquer sa propre solution. C'est ce que j'entends de ce retour d'expérience. Je vous propose de zoomer, donc tu restes avec nous Paul, maintenant tu vas mettre ta casquette Néo-Aquitaine, donc tu es responsable régional Nouvelle-Aquitaine de la filière Emmaüs Connect. Vous êtes aujourd'hui 8 permanents et 150 bénévoles. Vous proposez une offre pour se connecter et s'équiper. Et pour faire ça, vous portez un format qui s'appelle les relais numériques. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, vous animez 49 relais numériques, ce qui fait que chaque département compte au moins, voilà, vous couvrez tous les départements, parfois avec un seul relais, parfois avec beaucoup plus.
Donc, la première question que j'avais envie de te poser, c'est dans cette logique de se dire, allez, on va tordre les idées reçues pour faire gagner du temps aux acteurs, parce que vous avez défriché déjà depuis plusieurs années ce sujet avec d'autres. Et j'avais envie de balayer en fait les trois grandes étapes que sont le gisement, l'accès au gisement, la partie reconditionnement en tant que telle, et ensuite la partie distribution de ce matériel reconditionné. Et ça nous semblait intéressant de se dire, tiens, bah, on va essayer de casser quelques idées reçues parce que ça fait perdre du temps, ça facilite pas le passage à l'action. Et ma, ma première question, c'est quelle est selon toi cette idée reçue sur le gisement, sur l'accès au gisement? Bon, pour ceux qui me connaissent, je radote un peu toujours ces mêmes trucs, mais en effet, on a un peu tendance à se dire bon, bah, le gisement, on va le trouver assez simplement. Quand on est un échelon de collectivité, on a un service dev éco, on va leur dire de parler avec les boîtes avec qui ils sont en lien, de leur dire de donner leurs équipements. Le DSI de la collectivité locale, il va pouvoir flécher ses ordis hyper facilement et en fait, on va trouver des équipements. Il n'y a pas de souci. Bon, ça c'est quand même quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, suffisamment de fois pour me dire oulala, là c'est une idée reçue que j'aime pas trop entendre parce que bah, nous ça fait 6 ans qu'on opère des filières et on a bien vu la difficulté à aller chercher des gisements. Cédric l'évoquait juste avant aussi, c'est un secteur qui est assez concurrentiel. Hein. Marc-Antoine, tu pourras aussi appuyer mon propos, je pense, après. Mais c'est un secteur voilà, où il y a beaucoup d'entreprises, des entreprises privées, des entreprises de l'ESS, des structures associatives. Il y a plein de gens qui viennent chercher ce gisement. D'ailleurs, déjà, la terminologie gisement, on est bien dans une logique de matières précieuses un petit peu, les mots ont un sens. De Donc en fait, rareté aussi, quelque part. absolument, absolument, complètement de rareté. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se bagarre pas avec les mêmes armes. On n'a pas tous les mêmes moyens. Nous, on a quand même une marque qui est un peu, Emmaüs, c'est une marque reconnue qui donne confiance. Et même avec cette marque-là, en fait, c'est compliqué de trouver du matériel, de convaincre les entreprises, de les rassurer. Il y a beaucoup d'enjeux d'amener des preuves de sécurité, de garantir l'effacement. On va aller après doucement sur la partie reconditionnement, mais il y a vraiment beaucoup de choses à apporter en amont. Et c'est pas d'un claquement de doigts qu'on va pouvoir déployer, trouver du matériel. Et quand bien même, hein, on s'est associé, nous, dès le début du projet, à la région Nouvelle-Aquitaine pour avoir un petit peu ce tampon. Et on avait cette conviction au tout début de se dire, bon, bah, en fait, si la région Nouvelle-Aquitaine soutient notre projet, les entreprises, elles vont donner et on va passer par eux pour accéder aux entreprises. Alors, ça a fait avancer les choses, c'est évident, mais on est loin du claquement de doigts magique du service d'Eveco qui va vous mettre en lien avec toutes les boîtes du coin, qui vont, elles, toutes le lendemain dire ok, c'est super, la région m'a dit de faire ça, j'y vais, je donne mes équipements. C'est vraiment pas si facile que ça. En Donc, termes d'ordre de grandeur, on Oui. a une cinquantaine de donateurs en Nouvelle-Aquitaine sur notre projet. Et ça représente 5000 équipements à peu près, entre 5700 collectés et 5000 redistribués. Donc, alors ça peut paraître énorme, mais c'est une goutte d'eau par rapport à certains acteurs, c'est énorme par rapport à d'autres. Mais nous, on voit bien la difficulté de trouver du matériel, notamment là, on est en rupture de stock de smartphones. Et c'est impossible de mettre la main sur un seul smartphone en ce moment en Nouvelle-Aquitaine et partout en France, tellement le marché aussi est très bien structuré auprès des publics Donc, privés. ce que j'entends, Paul, pour dépasser cette difficulté, j'ai entendu, il faut rassurer, il faut apporter des garanties, il faut avoir un process sérieux. Voilà, c'est un peu ce que j'entends pour dépasser ça. Du coup, sur l'étape du gisement, quelle est l'idée reçue, toi, que tu as envie de déconstruire, à laquelle tu as Sur, envie de... sur le Sur le... reconditionnement, Oui, j'ai dit oui, quoi? J'ai bien... gisement. Ah, pardon, sur le C'est-à-dire, reconditionnement. on peut refaire un tour. Hein. Non, non, avançons. Non, et juste pour finir, le gisement, c'est quand même une démarche un peu commerciale. Hein. Ça peut être des gros mots pour certains, mais c'est une vraie démarche commerciale qu'il faut structurer. C'est pas forcément agréable, on n'a pas forcément ces envies-là dans les mondes publics, associatifs, mais malheureusement, les équipes en face de nous ont ces démarches-là. Reconditionnement. Et ben reconditionnement, deuxième idée, bon bah on a juste à trouver un gars qui fait un peu de réemploi et bon bah c'est pas si compliqué de reconditionner du matériel.
Bon, là, Marc-Antoine, je te laisserai expliquer toute la technicité de ton métier au quotidien. Je me permets de l'interpeller, le tutoyer, parce qu'on travaille ensemble avec Marc-Antoine. Il fait partie des reconditionneurs qui sont dans la filière qu'on essaye de faire tourner en Nouvelle-Aquitaine. Il est très compliqué de trouver des reconditionneurs qui peuvent amener un niveau de garantie, de qualité et de rigueur dans leur process de A à Z. C'est pas si facile de reconditionner. Déjà, reconditionner, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. En fait, entre reconditionner une unité centrale fixe, reconditionner un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, c'est des métiers qui sont en effet proches, mais qui demandent des niveaux d'outillage, de technicité et de compétences qui n'ont rien à voir. Il y a une base un peu commune, hein, et une fois de plus, je ne suis pas du tout expert, donc je laisserai les experts parler après moi, mais voilà, avoir ce niveau de compétence globale, c'est assez rare, hein, et trouver des gens qui soient assez carrés dans leur process, ça l'est tout autant. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, nous, on a identifié et on travaille avec trois structures dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de structure dans chacun des départements de la région Nouvelle-Aquitaine, pour la région que je connais bien, qui peuvent répondre à un cahier des charges exigeant que peut vous demander, je sais pas moi, le CHU de Bordeaux, quand il vous donne ses ordinateurs, évidemment qu'il a des gros enjeux derrière de traçabilité, de sécurité, d'effacement de données, de flux logistique. Il a besoin d'être assuré sur de nombreux points et il y a un paquet de structures qui font du reconditionnement, mais qui ne peuvent pas amener ces niveaux de garantie-là. Donc, il y a un vrai, c'est pas si facile que ça de se mettre au reconditionnement. Et d'ailleurs, il y a un enjeu derrière nous qu'on est en train de tirer. Oui. Avec qui collaborer, puisque c'est notre sujet, avec qui collaborer justement pour monter en compétences, en expertise sur ce reconditionnement? Est-ce qu'il faut se former? Est-ce qu'il faut comment faire ça? Avec qui collaborer pour progresser là-dessus? C'est un des sujets qu'on essaye de défricher en ce moment même, la partie formation. Il y a des formations qui ont émergé un peu partout sur le réemploi. Nous, on est assez, on a l'impression que c'est pas encore complètement, qu'elles ne répondent pas toutes aux besoins, en tout cas des structures employeuses, hein. On sent qu'il y a quand même des structures qui ont du mal à trouver des publics, des salariés, pardon, qui ont des bons niveaux de compétences à l'entrée. Il y a des formations qui sont créées en région Nouvelle-Aquitaine. Il y en a une il y a une formation qui s'appelle TechRen qui a été montée avec l'IUT, il me semble. Oui. Je sais pas trop où est-ce qu'elle en est actuellement, mais qui vise un certain type de public. Là, on est en train de monter dans le collectif Verdinum. C'est un collectif national sur le verdissement du numérique, très, très globalement. Et on a monté une formation de réemploi pour des publics en insertion. C'est une formation assez longue, hein, et l'idée, c'est de pouvoir amener un niveau de compétence et de qualité à ces métiers du reconditionnement dont on sait qu'ils ont du mal à trouver des salariés. Ok, merci beaucoup. Peut-être une toute dernière idée reçue, on a encore 2 minutes, sur la distribution. Allez, tordons le cou à toutes les étapes. Peut-être une idée reçue sur la distribution. C'est facile, Paul, la distribution, bien sûr. La distribution, il y a juste à dire qui veut des ordis et les gens vont lever la main, hein. C'est à peu près ce qu'on se dit toutes et tous. Bon, bah là, alors, c'est peut-être la moins reçue des idées reçues, si je peux me permettre, parce qu'il y a tellement une tension sur les besoins des publics. Alors, c'est pas hyper facile de distribuer et de trouver des voies d'écoulement du matériel. Peut-être la moins dure des 3 étapes, mais quand même, on peut pas juste dire qui veut des ordis, je vous envoie un colissimo et c'est réglé. Il faut embarquer des structures. Il faut là aussi donner confiance. Le matériel, il doit être bien reconditionné parce qu'il va être garanti derrière. Il faut accompagner la prise en main aussi rapidement. Même si c'est rapidement, il faut quand même lier ça à de l'accompagnement. Monter les opérations, ça prend du temps. Moi, il y a 2 semaines, on a été équipé 70 collégiens dans les Hautes-Gironde. Ça s'organise une opération comme ça, faire venir 70 familles au même endroit, au même moment, c'est de la logistique en amont. Ça se fait pas en claquant des doigts. C'est 6 mois de préparation en amont pour expliquer à l'équipe du collège, expliquer aux professeurs, aux directeurs ce que ça va induire, organiser la partie logistique, faire venir des gens à des créneaux différents, monter une équipe. Hein, c'est quasiment 15 personnes qui se déplacent pour une opération comme celle-là. Bon, ça se fait pas juste
en claquant des doigts. Et je pense que là, pour le coup, beaucoup de gens sont assez au courant de ce sujet-là. Même des collectivités qui ont des politiques volontaristes de distribution d'équipements se rendent bien compte qu'on ne peut pas juste dire équipement, que ce soit même payant ou gratuit, peu importe même ce qui revient à la charge de la personne tout au bout. Ça prend du temps, il faut organiser, il faut rassurer, il faut embarquer des structures, des relais, des gens qui vont vous aider, qui connaissent les territoires, les territoires dans leur spécificité géographique, comme on l'évoquait, que ce soit les petites pentes de Corrèze ou les Pyrénées-Atlantiques ou la Charente-Maritime, que sais-je. Enfin, chaque territoire a des spécificités, ses acteurs identifiés, des publics spécifiques aussi. Donc ça prend du temps tout ça. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Merci beaucoup, Paul. Ce que je retiens, c'est je présentais Emmaüs Connect en disant que vous étiez 150 bénévoles et c'est extrêmement précieux, je l'entends pour vous. Et en même temps, ce que vous nous faites comme retour, c'est que le bénévolat ne doit pas écarter le professionnalisme, surtout sur le sujet du reconditionnement, et que c'est vraiment un facteur de réussite pour garder sa place dans cette filière qui est de plus en plus concurrentielle. C'est ce que j'entends de ton propos. Merci beaucoup, Paul. Il y a eu plein de teasing de notre dernier intervenant. Il a été cité plusieurs fois. Le voici enfin. C'est Marc-Antoine Lazarte. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Vincent. Vous êtes fondateur et dirigeant d'Utileco. C'est un centre de réemploi et de recyclage informatique et multimédia. Vous êtes basé à Bidos, dans le 64, entre Pau et les Pyrénées, au sud d'Oloron-Sainte-Marie, voilà, pour bien vous situer. En quelques mots pour vous présenter, Utileco, c'est d'abord une société de services informatiques, Blue Config, dont vous êtes aussi le créateur et le dirigeant. Vous avez monté Utileco en janvier 2024 parce que parmi vos clients, certains avaient des gisements, on l'a évoqué. Et donc, vous avez créé une entité juridique à part qui aujourd'hui compte 2 salariés et qui travaille en sous-traitance, et on va y revenir largement parce que là c'est une belle alliance que vous allez nous expliquer pour faire reconditionner vos matériels, et vous avez un entrepôt de 700 mètres carrés. On parlait des questions logistiques. Et pour donner quelques chiffres, vous traitez à peu près 25 tonnes de matériel, ce qui fait à peu près 3500 équipements pris en charge. Vous développez également un logiciel actuellement pour la traçabilité. On en parlait, de ces éléments de rassurance, de garantie. Et votre périmètre géographique à vous, il est très local sur le reconditionnement et sur la distribution, mais il est plus vaste à l'échelle de la collecte et de vos gisements. Et la première question, évidemment, c'est moi que j'ai envie de vous poser, c'est cette fameuse collaboration avec un établissement pas comme les autres, j'ai envie de dire, avec lequel vous travaillez pour reconditionner vos équipements. Parlez-nous, Marc-Antoine, de cette collaboration. Alors, pour reprendre sur l'historique du projet Utileco, alors le projet est né en 2020, à la suite du Covid, où il y a eu une forte demande en matériel. On reconditionnait déjà à petite échelle, on va dire, certains de nos clients. Et on s'est dit, on a des clients qui ont besoin de se débarrasser du matériel, mais aussi par des actions d'inclusion numérique, avec des ateliers numériques, on avait des personnes qui étaient en demande de matériel. On s'est dit, il y a quelque chose à faire pour pouvoir répondre aux deux besoins. On a eu 2 problématiques, nous, au démarrage du projet. La première qui était l'espace. Sur Beaujolais-Bains, on a qu'un bâtiment de 140 mètres carrés où on a déjà une partie de l'atelier, le bureau, tout ça, et on ne pouvait pas accueillir toute une activité de reconditionnement. Et la deuxième qui était la ressource humaine qui pouvait nous aider pour réemployer. Et avec une rencontre par hasard, on a fait la connaissance de l'ESAT de Bidos, et les ateliers de Bidos, qui est un établissement de santé au travail qui accompagne des personnes en situation de travail sur des actions de travail. Voilà.
Et eux, ils avaient de l'espace et de la ressource humaine pour répondre à la demande. Donc nous, au lieu de prendre un bâtiment ailleurs et de recruter ou de faire venir les équipes sur ce bâtiment-là, ben en fait, on a travaillé avec les autres de Vidos sur la mise en place d'un atelier au sein de l'ESAT. Donc, voilà, on a à peu près 700 mètres carrés d'espace, où on a un bail 369 avec eux. Donc, c'est bien séparé. Et on a travaillé avec eux sur la partie adaptabilité des postes. Donc, on a travaillé avec l'équipe médico-sociale pour avoir en fait, un cheminement, un flux sur le réemploi du matériel quand il arrive et tout ça. Donc, on a tout un cheminement et ces postes sont adaptés aux personnes et pas les personnes qui s'adaptent à l'activité. Il y a eu une autre phase qui a été la formation. Donc, on va dire que 2020-2023, il y a eu la recherche de financement. Donc, je tiens encore à remercier la région Nouvelle-Aquitaine avec Marie-Ève Taillot sur le financement du projet. Et 2023 jusqu'à septembre 2023, il y a eu la phase de travaux d'aménagement. Et de septembre 23 à janvier 2024, on a eu la formation en modalité AFEST des personnes en situation de handicap. Donc, on a formé 6 personnes sur des métiers du réemploi. Ça va du process de réception du matériel sur, on va dire, la pesée, le conditionnement et tout ça, parce qu'il y a un gros travail de conditionnement. C'est ce qu'on a pu nous voir dans les process, c'est que le matériel se dégrade dans la phase de collecte. Si le matériel est mal conditionné dans la phase de collecte et de transport, c'est là où le taux de réemploi diminue largement et souvent le matériel part plutôt pour de la vampirisation et du recyclage. Donc, on a travaillé sur toutes les étapes du réemploi, donc le conditionnement, la collecte, la pesée, la partie audit et test. Donc là, on a des solutions qui nous permettent de tester les fonctionnalités d'un outil informatique, PC portable, tour, et on a des outils de test de performance qui ont été développés en interne. Dans ce process-là, il y a aussi toute la partie destruction de données qui peut être à la fois logiciel avec un certificat fourni obligatoirement, parce que la plupart des gisements le matériel qu'on récupère vient de collectivités territoriales ou d'entreprises. Depuis l'année dernière, on collecte en déchetterie, donc les personnes dans le process automatiquement ont détruit les données. Donc les personnes ont été formées à ces process-là, à la réinstallation de logiciels libres. Voilà, l'objectif, c'est que le matériel soit testé afin d'assurer la garantie et un minimum de SAV derrière. Le système est préparé. Si le matériel ne fonctionne pas correctement ou qu'il a des défauts, ben, il va partir en unité de démantèlement pour aller extraire les pièces détachées afin de venir alimenter notre stock. Et vraiment, quand les pièces sont hors service, en fait, elle part en usine de recyclage. Donc, on travaille avec l'entreprise Sauvamet à Toulouse. Donc, on reste toujours dans un secteur territorial, on va dire. Le champ d'intervention est principalement le sud-ouest, avec le 64 et le 65. On peut intervenir au niveau national par le biais de nos clients qui ont leur siège sur 64 et 65, qui rapatrient le matériel chez nous. Donc voilà. Les personnes. Ouais. Oui, donc finalement, ce qu'on entend dans votre témoignage, Marc-Antoine, c'est que cette collaboration avec un ESAT, eh ben, ça n'a pas été si compliqué que ça. C'est ce que vous me disiez en préparation. Il y avait certaines règles du jeu à respecter, mais une fois que vous aviez compris ce besoin d'adapter le poste, en fait, c'était plutôt une bonne surprise pour vous que cette collaboration finalement générait de la satisfaction pour tout le monde et il y avait une vraie démarche professionnelle. C'est ce que j'entends. C'est tout à fait ça sur la partie de la collaboration avec les autres, c'est qu'au départ, on pensait que ça allait être un frein ou une difficulté de travailler avec eux, mais au final, les autres a mis, on va dire, les moyens avec les encadrants et tout ça. Surtout, ils nous ont donné les outils comme les méthodes AFEST et les méthodes FALC, donc facile à lire et à comprendre, où toutes les étapes du réemploi en fait sont
mis sous procédure avec des mots simples, des photos, des couleurs. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est que si à un moment donné, on a un opérateur qui oublie ou qui a une difficulté, elles peuvent s'appuyer sur ces procédures. L'objectif, c'est vraiment ça a été de décrire toutes ces procédures. Donc, Et, non, ça a été un gros travail, mais il n'y a pas eu, au final, ça a été la grande surprise, c'était pas si difficile que ça. Et parmi les autres alliés, vos autres partenaires pour mener à bien votre activité Utileco, vous m'avez parlé de Écologique. Alors c'est un acteur qui est évidemment très connu dès qu'on commence à agir sur ce champ des filières de reconditionnement. Mais il y a peut-être une dimension de ce partenariat qui est peut-être un peu moins connue. On a peut-être en tête d'abord la fameuse prime à la tonne en fonction du matériel, quelque chose qui est un peu automatique. Mais vous avez pu aller chercher un autre soutien à travers un fonds, euh, le fonds réemploi. Vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait. Donc on a le soutien d'Écologique, donc qui est l'organisme auquel on est rattaché, où on déclare nos tonnages entrants et sortants chez eux. Donc ils nous redistribuent l'éco-contribution tous les trimestres et annuellement par rapport au tonnage que l'on revalorise. Et à côté, il y a eu le fonds RR, réutilisation et réemploi de Nouvelle-Aquitaine, qui là est pour nous un soutien indispensable à l'impulsion du projet, parce qu'on avait à peu près 190 000 euros d'investissement sur cette première phase. Donc, au niveau des outils pour réemployer le matériel, mais aussi des outils de manutention, de conditionnement. Voilà, il y a eu une grosse phase d'investissement assez importante. On a eu des travaux pour aménager les lieux afin qu'ils soient adaptés aux différents postes, mais aussi de créer un confort pour les travailleurs. Ok, merci beaucoup. Et pour continuer cet exercice de déconstruction, peut-être le positiver un petit peu en termes de bonnes pratiques de coopération. Qu'est-ce que vous auriez envie de passer comme message, Marc-Antoine, aux participants qui nous écoutent ce matin? Alors, les bonnes pratiques, c'est se rencontrer. Déjà, nous, c'est on va dire notre force à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de se rencontrer par le biais de différents réseaux, que ce soit les réseaux d'inclusion numérique. Nous, c'est ce qu'on a, qui est animé ici au niveau des Pyrénées-Atlantiques avec la fibre 64. C'est les réseaux comme les réseaux Renaître. Voilà, c'est d'aller dans les différents événements, de rencontrer les acteurs, de rencontrer les partenaires afin de partager son expérience pour pouvoir avancer tous ensemble. Parce que, comme disait Paul, il y a des choses qui se font et qui se font au niveau national. Il ne faut pas avoir peur de rencontrer tous les acteurs. Parce on ne peut pas dupliquer à la- on va dire au détail près certains schémas, mais on peut s'inspirer de ce qui se fait un peu partout. Nous, on est une structure de l'ESS, donc on s'appuie aussi sur ce que se fait sur le domaine entreprise. Voilà, on a des grands groupes où, comme je disais, il y a l'aspect commercial sur la recherche de gisements. Donc, c'est aller de piocher un peu tout ce qui se fait de bien pour pouvoir structurer et développer un projet de territoire. Donc, moi, ce que je donne comme conseil, c'est se rencontrer, partager et ne pas avoir peur parce que voilà, il faut y aller. Ok. Et peut-être, donc j'entends effectivement ce besoin de se rencontrer pour créer de la confiance. C'est un petit peu un fil rouge là depuis le début de ce webinaire. Chacun, vous l'avez dit à votre façon. Paul, vous disiez il faut donner confiance, il faut apporter des garanties, il faut rassurer. Vous, Marc-Antoine, vous dites bah, il faut se rencontrer pour apprendre à se connaître, pour mieux collaborer, pas avoir peur de se voler des marchés ou des choses comme ça. Bien sûr qu'il y a une activité un peu concurrentielle, mais finalement, il y a de la place pour tout le monde quand on apprend à coopérer. Euh, vous évoquiez peut-être un mot, Marc-Antoine, vous évoquiez, vous, un projet de développement logiciel. Vous voulez en dire un petit mot peut-être pour conclure ce webinaire? Puisqu'on a Oui, parlé de besoin de s'outiller, de professionnaliser l'activité. oui. Donc nous en interne, on a développé notre propre logiciel de traçabilité, mais aussi de réemploi, d'audit, qui
permet de centraliser l'ensemble de la donnée afin de pouvoir répondre aux demandes des différents partenaires en termes de statistiques, en termes de RSE, RSO. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on a notre outil en interne, mais qu'on ouvre en fait aux structures du réemploi. Il a été développé pas spécialement pour le domaine informatique, mais pour les structures, les ressourceries qui vont réemployer des meubles, de l'électroménager, tout ça, il va être adapté à ça. Et on l'ouvre en fait aussi à différentes interfaces pour les donateurs, afin qu'ils puissent avoir des tableaux de bord et des reportings en temps réel des matériels qui font don, mais aussi au niveau des points de collecte pour faciliter. Voilà, on collecte, nous, en déchetterie sur l'agglomération de Pau et l'agglomération du Pays Basque. Et c'est aussi de pouvoir apporter une traçabilité aux particuliers. C'est vrai qu'on a un gisement énorme auprès du particulier et de pouvoir leur donner la main sur le suivi. OK, j'ai donné un téléphone, j'ai donné un ordinateur en point de collecte, c'est où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va, et surtout, pour les personnes qui ont besoin d'être assurées, d'avoir ce certificat aussi de destruction de données. Donc voilà. Donc là, on cherche un financement pour cette partie-là. Merci beaucoup Marc-Antoine pour ce témoignage qui vient conclure ce webinaire. Merci à tous les intervenantes et intervenants. Merci à vous et participants. Je vous mets dans le chat les prochains rendez-vous de PQNA en lien avec l'inclusion numérique. Il y aura un rendez-vous en présentiel dans les Landes à Mimizan sur la e-santé et le bien vieillir. Et puis, 17 septembre, un sujet un peu plus politique, mais il faut de la politique parfois pour porter certains projets. Et on essaiera d'éclairer le sujet du binôme élu-technicien pour porter les projets d'inclusion numérique. Merci à toutes et à tous.